Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo va être consacrée aux réactions d'oxydoréduction en chimie organique, au niveau PCSI. Alors comme vous le savez, une réaction d'oxydoréduction va être caractérisée par un échange d'électrons entre un réducteur donneur d'électrons et un oxydant accepteur d'électrons. Une réaction d'oxydoréduction mettant en jeu de couples redox, comme on l'a vu déjà précédemment dans un chapitre sur les réactions d'oxydoréduction en solution aqueuse. Donc là, on va s'intéresser à quelques applications en chimie organique. Localement, vous pouvez mettre en évidence cet échange d'électrons en calculant le nombre d'oxydation ou degré d'oxydation de l'atome. Et vous savez que ce degré d'oxydation noté en chiffre romain, élément de Z, donc positif, négatif ou nul, va caractériser l'état d'oxydation de l'atome. Plus le degré d'oxydation sera élevé, plus l'atome aura un caractère oxydant fort. Alors, je ne vais pas rappeler les règles qu'on a déjà utilisées maintes et maintes fois. Le seul point en fait, particulier ici, si vous regardez le tableau d'électronégativité des éléments, on peut remarquer donc, que le carbone est plus électronégatif que l'oxygène, le chlore, l'azote en particulier et les halogènes. Mais ce qui est notable, c'est que l'atome d'hydrogène, lui, est moins électronégatif que le carbone. Alors voyons maintenant quelques états d'oxydation dans des molécules organiques simples. Donc ici, si vous regardez la liste des molécules de bas en haut, on est parti des alcanes, puis on a envisagé l'alcène, la fonction alcool, les halogénoalcanes, dérivés halogénés, aldéhyde et cétone, et enfin acide carboxylique. On aurait pu faire de même avec les dérivés d'acide, donc ester, etc. Donc on a calculé ici le degré d'oxydation du carbone dans le cas des alcanes, par exemple. Et vous voyez en fait que ce degré d'oxydation, on va dire, varie entre moins 3 et moins 1. Si vous montez en fait dans la liste, donc je passe des alcènes aux alcools, aux halogénoalcanes, etc., je vois que le carbone qui est au pied en fait des fonctions a un degré d'oxydation qui va augmenter progressivement de moins 1 ou moins 3 à jusqu'à plus 3. Donc il y a une oxydation progressive quand je passe de l'alcane aux alcènes, alcools, etc. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez passer d'un alcal à un alcool à un aldéhyde ou une cétone, ou d'un aldéhyde ou une cétone à un acide carboxylique ou dérivé d'acide, eh bien, il va falloir réaliser une oxydation et donc utiliser un oxydant bien choisi pour oxyder progressivement ces molécules. A l'inverse, si vous lisez en fait ce tableau de haut en bas, vous allez, si vous voulez passer d'un dérivé d'acide ou un acide carboxylique à un aldéhyde ou une cétone, puis envisager la formation d'un alcool, etc., ou un dérivé halogéné, il va falloir réaliser une réduction et donc utiliser un réducteur bien choisi. Alors, il est vrai qu'en chimie organique, très souvent, mais pas toujours, une oxydation va s'accompagner d'une augmentation du nombre d'oxygène dans la molécule, et donc d'une perte d'atomes d'hydrogène. Ce n'est pas toujours le cas, mais effectivement, dans un certain nombre de cas, effectivement, on peut noter ce point-là. Alors, maintenant, on va faire quelques applications, étudier quelques applications, notamment l'oxydation des alcools, et je vais envisager ce qu'on appelle l'oxydation ménagée des alcools, c'est-à-dire que je ne vais pas modifier la chaîne carbonée, mais modifier uniquement la fonction. Donc il n'y aura pas de coupure de la chaîne carbonée de la molécule qui possède la fonction alcool. Donc les alcools, on l'a vu précédemment, vont pouvoir être oxydés alors en aldéhyde ou cétone, voire en acide carboxylique. Alors suivant la classe de l'alcool, vous pourrez envisager une oxydation ou pas. Dans le cas des alcools tertiaires, vous n'avez pas d'atome de carbone portant sur l'atome de carbone qui porte la fonction alcool, donc vous ne pourrez pas réaliser d'oxydation ménagée. Dans le cas des alcools secondaires, on pourra envisager la formation d'une cétone, et dans le cas des alcools primaires, d'un aldéhyde, voire d'un acide carboxylique. Quelles sont les demi-équations associées ? Eh bien, dans le cas du couple aldéhyde-alcool primaire, vous pouvez équilibrer donc, la demi-équation. Donc là, il n'y a aucune difficulté, sachant que vous l'avez fait un très grand nombre de fois avec moi précédemment. Donc rapidement, on équilibre la demi-équation, et de la même manière, on le couple acide carboxylique aldéhyde. Deux électrons. Alors voyons maintenant
quelques oxydants que vous pourrez utiliser pour oxyder les alcools secondaires en cétone. Alors là, dans ce chapitre, dans ce paragraphe en particulier, il ne faut pas, vous n'avez pas de mécanisme à connaître. La seule chose, c'est un peu de culture générale, c'est-à-dire que vous devez reconnaître un certain nombre d'oxydants et savoir si, quelle est l'action de cet oxydant sur la fonction donnée. Alors historiquement, on a beaucoup utilisé ce qu'on appelle les dérivés du chrome 6, donc du chrome au degré d'oxydation 6, qui avait pour mérite en fait de réaliser des réactions d'oxydation extrêmement rapides avec un très bon rendement. Mais le chrome 6 étant cancérigène, petit à petit, on a essayé de substituer ces composés, ces réactifs, avec d'autres composés qu'on verra par la suite. Alors, les oxydants, on va dire classiques que vous devez connaître, c'est le dichromate de potassium en milieu acide, donc en présence d'acide sulfurique ici. Donc le dichromate de potassium, c'est K2CR2O7, d'accord, c'est-à-dire 2 K+, plus CR2O7. L'oxydant étant l'ion dichromate CR2O7. Deuxième oxydant à connaître, c'est le réactif de Jones. Alors, le réactif de Jones, c'est un oxyde de chrome CrO3 dans l'acide sulfurique avec l'acétone, c'est-à-dire la propanone, comme solvant. Et enfin, le dernier réactif à connaître est le réactif de Collins. C'est un complexe oxyde de chrome CrO3 pyridine 2 fois dans le dichlorométhane qui joue le rôle ici de solvant. Donc ces trois oxydants sont absolument à connaître par cœur. Les oxydants plus modernes, le permanganate de potassium en milieu acide, donc KMNO4 plus H+, l'acide hypochloreux HClO et le chlorure d'oxalyle dans le DMSO. Alors le chlorure d'oxalyle a pour formule topologique cette formule, et le DMSO, c'est ce qu'on appelle le diméthyl sulfoxyde. Donc le diméthyl sulfoxyde a pour formule de géométrie AX3E1, si on vous pose la question, c'est-à-dire pyramide à base trigonale. Donc c'est un solvant qui est relativement polaire et qui est aprotique. On l'a déjà vu dans le cours sur la SN2. Alors quelques exemples d'applications. Donc là je m'intéresse au cyclohexanol que je fais réagir dans le dichromate de potassium en milieu acide. Donc je reconnais un oxydant que je vous ai déjà présenté et je vais transformer la fonction alcool secondaire en fonction cétone. Donc voilà la seule chose que vous devez savoir faire, sachant que le mécanisme n'est pas votre programme. Deuxième exemple, vous avez une fonction alcool. J'utilise CrO3 dans l'acide sulfurique, CrO3 en présence d'acide sulfurique dans l'acétone, et j'obtiens la fonction cétone suivante. Alors, un petit exercice que vous ferez, je vous demande d'équilibrer les demi-équations électronique pour les couples CR2, C2-, CR3+, MnO4-, Mn2+, et d'équilibrer la réaction d'oxydation du 3-fluoropropanool en acide 3-fluoropropanoïque. Donc, on va très rapidement et deuxième couple, permanganate Mn2+. Donc voilà pour les deux couples. Deuxième question posée, on vous demandait d'équilibrer la réaction d'oxydation du 3-fluoropropanool. Alors on va l'écrire. Propanool 3-fluoro. Donc voilà l'alcool. Et l'acide carboxylique et l'oxydant. Donc voilà le couple qu'on va noter sous la forme
Et on va écrire donc la réaction, la demi-équation, puis la réaction d'oxydoréduction. Donc, et enfin, je recopie, donc vous aviez déjà alors on va multiplier par 3 ici et par 2 pour que le nombre d'électrons échangés soit le même dans le sens oxydation-réduction. Et enfin, donc, vous obtenez 2 fois CR2O7- plus 12H plus 28. Alors excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, on reprend. C'était 12. 6 électrons, excusez-moi. Hop. Vous voulez aller un peu vite. Alors 2 CR2O7- plus 28 H plus 3 C3 H7 OF plus 3H2O donne alors on va simplifier liaison H+, donc il vous en reste a priori 16 et là vous en avez 11, là vous en avez plus. Donc 16 moins 4, ça fait 12. Et 4 fois 3, 12, la charge est bien équilibrée. Voilà l'équation d'oxydoréduction qui était demandée. Bon, ça c'est une petite application, hein, c'était pour faire un clin d'œil au cours précédent. Passons maintenant aux oxydations des alcools primaires. Alors pour oxyder les alcools primaires, si vous ne prenez aucune précaution, si vous voulez, vous allez directement oxyder l'alcool primaire en acide carboxylique sans vous arrêter aux aldéhydes. Donc il va falloir utiliser ce qu'on appelle une oxydation douce, donc un oxydant doux pour passer de l'alcool primaire aux aldéhydes. Donc les oxydations douces, ce sont les oxydations... Alors la liste n'est absolument pas exhaustive, hein. Là je vous ai présenté, on va dire, 5 oxydants. Il en existe bien d'autres que vous pourrez rencontrer dans des synthèses l'année prochaine. Sachez que tous les oxydants que je vous ai présentés sont a priori des oxydants forts, d'accord ? Donc vous irez jusqu'à l'acide carboxylique, sauf pour les oxydants que je vais vous présenter maintenant. Donc premier oxydant, c'est ce qu'on appelle le réactif de Sarrett. Alors c'est assez facile parce que c'est un moyen mnémotechnique de penser que réactif de Sarrett, ça s'arrête à l'aldéhyde, ça ne va pas jusqu'à l'acide carboxylique. Donc c'est du chrome, un oxyde de chrome CrO3 dans la pyridine. Donc le solvant, c'est la pyridine, je vous rappelle, hein, la formule de la pyridine qu'on a déjà vue. Voilà. Deuxième réactif à connaître, c'est le réactif de Collins. Donc là, on l'a déjà rencontré précédemment. Donc c'est le complexe CrO3 pyridine 2 fois dans le dichlorométhane. Le réactif de Swern, c'est également un oxydant doux. Et puis vous avez ce que j'ai appelé le PCC et le PDC, pyridinium chlorochromate et pyridinium dichromate. Donc vous voyez, c'est un réactif qui contient en fait la pyridine qui a été protonée, donc l'ion pyridinium, avec le chlorochromate ClCrO3- ou CR2O7-. Donc dans ces 5 cas, vous allez passer de l'alcool RCH2OH à l'aldéhyde RCHO. Interprétons quelques exemples. Donc premier exemple, vous avez un alcool primaire. Je l'utilise de dichromate de potassium en milieu acide. J'obtiens l'acide carboxylique. Je vais utiliser un oxydant fort. Deuxième exemple, je repars du même réactif, mais cette fois-ci, j'utilise ce que j'ai appelé le réactif de Collins, d'accord, il est là. Et ce réactif de Collins me permet de former l'aldéhyde. Donc voilà la seule chose que vous aurez à retenir, c'est-à-dire connaître par cœur les oxydants à votre programme. Donc là, il faut vous faire une fiche et les apprendre et les revoir très régulièrement, de manière à les retenir
sans peine. Et puis il faut simplement que vous passiez, vous soyez capable de donner la formule du produit à partir du réactif. On passe maintenant à l'oxydation des alcènes. Alors dans l'oxydation des alcènes, à votre programme, vous avez l'oxydation ménagée et l'oxydation avec coupure oxydante. On va commencer par l'oxydation ménagée, c'est ce qu'on va appeler la synhydroxylation avec le tétroxyde d'osmium OSO4. Donc on va former ce qu'on appelle des alcools vicinaux, un diol vicinal, c'est-à-dire que vous allez former 2 fonctions alcool sur 2 carbones adjacents. Alors quelle est la voie de synthèse? Je suis partie donc d'un alcène ici, et j'ai formé donc 2 fonctions alcool. Vous voyez, on a greffé 2 fonctions alcool sur les 2 atomes de carbone qui portaient initialement la double liaison CC. Alors c'est une addition syn, c'est-à-dire que par un réactif pour l'instant que je ne mentionne pas, je vais former... Alors on va préciser, un peu insister. Voilà. On va former 2 fonctions alcool, on va greffer 2 fonctions alcool du même côté donc là, ils vont être greffés tous les 2 vers le haut, sachant qu'initialement, l'alcène est de géométrie plane, AX3, pour les atomes de carbone, qui portent la double liaison. Donc là, j'ai greffé les 2 fonctions alcool vers le haut, et je peux également, en même proportion, former ces 2 produits, ce produit, pardon. Donc vous voyez, pour former les produits, là je n'ai pas développé le mécanisme, mais il s'agit donc de transformer l'alcène en diol. Les groupements qui étaient devant vous apparaissent toujours à l'avant, et les groupements qui étaient à l'arrière sont toujours à l'arrière. D'accord ? Sauf que le carbone qui était de géométrie AX3 trigonale plan, avec le plan qui avait été privilégié, le plan horizontal, ici, ce sont des atomes de carbone qui sont tétraédriques, donc là on reconnaît localement à la géométrie tétraédrique. Alors, quelles sont les conditions pour former ce diol vicinal? Première possibilité, on va utiliser le permanganate de potassium en milieu acide, en général en présence d'acide sulfurique. Le problème, c'est que le permanganate de potassium, comme vous le savez, on l'a déjà vu, c'est une oxydation qui peut être utilisée pour oxyder les alcools, donc secondaires ou primaires, jusqu'à l'acide carboxylique dans ce cas. Donc ce n'est pas un oxydant qui va être chimiosélectif, et donc il peut engendrer des réactions secondaires parasites non désirées. Donc deuxième possibilité, c'est d'utiliser un réactif chimiosélectif qu'on appelle le tétroxyde d'osmium de formule OSO4. Alors ce tétroxyde d'osmium, il va être ajouté en proportion stoichiométrique, c'est-à-dire que vous allez rajouter un équivalent d'alcène pour un équivalent de tétroxyde d'osmium, et vous allez former, alors par 2 étapes qui ne sont pas à votre programme, on va donc former un cycle, donc soit à l'avant, soit à l'arrière. Vous avez également le cycle qu'on pourrait dessiner comme ceci. Voilà. Et puis, donc 50-50, à la fin, vous avez une hydrolyse pour former le diol. Alors on obtient le même produit ici, mais si l'alcène était substitué, on aurait obtenu des composés différents, des stéréoisomères. Donc là, c'est une méthode qui fonctionne très bien pour former cette synhydroxylation. Le seul problème, c'est qu'en fait, ce réactif est extrêmement... Donc il a déjà un coût très élevé, et surtout il est extrêmement toxique. Donc une alternative à cette voie de synthèse, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la NMO, la N-méthylmorpholine, qui va être utilisée comme agent co-oxydant et qui va régénérer au cours d'un cycle le tétroxyde d'osmium. Dans ce cas-là, on aura besoin d'utiliser le tétroxyde d'osmium uniquement en quantité catalytique. Alors le cycle n'est pas votre programme, mais on va quand même essayer de comprendre finalement quelles sont les différentes étapes qui vont permettre de former le diol. Donc je suis partie de l'alcène, j'utilise OSO4, et pour commencer, je vais former, donc comme précédemment, le cycle A5. Là intervient la NMO. La NMO, comme co-oxydant, elle va finalement permettre de régénérer, vous voyez, le tétroxyde d'osmium, et elle va former en même temps le diol.
Donc là, vous comprenez pourquoi est-ce qu'on a besoin simplement d'une quantité catalytique de tétroxydosmium, parce que lui, il est régénéré au cours du mécanisme, donc on a besoin d'une très faible quantité. En revanche, pour la NMO, vous en avez besoin d'une quantité stoichiométrique, c'est-à-dire autant de NMO que d'alcène, initialement présent dans le milieu réactionnel. Deuxième mécanisme, deuxième réaction, c'est ce qu'on appelle la coupure oxydante, ce qu'on appelle la réaction de Lemieux-Johnson, qui est à connaître par cœur, qui va vous permettre de former, donc de couper en fait la double liaison CC pour former des aldéhydes et ou des cétones. Alors le mécanisme, on va le voir par la suite. Quelles sont les conditions opératoires? Vous allez utiliser, pour commencer, le tétroxyde d'osmium dans une première étape et dans la deuxième étape, le périodate de sodium. Donc les conditions, elles vous ont été présentées, elles sont absolument à connaître. Tout est à connaître ici dans ce cadre. Donc le solvant, dans la première étape, vous allez utiliser donc un solvant, mais un mélange en général eau, solvant oxygéné. Donc on peut utiliser le THF. Je vous rappelle, formule du THF qu'on a déjà vu dans le cours sur les organomagnésiens. Et puis une quantité catalytique de tétroxyde d'osmium. Et puis dans un second temps, donc ça c'est la première étape, dans la deuxième étape, on va réaliser une hydrolyse avec le périodate de sodium et la IO4 en excès. Alors quelques remarques. Comment j'obtiens la réaction étant faite le produit final à partir du réactif? Il faut vraiment imaginer qu'on a des ciseaux, on coupe en fait la double liaison CC en deux, donc on obtient deux morceaux, et on va juste greffer deux oxygènes de chaque côté. Alors le cycle n'est pas à connaître, mais par contre on va essayer de comprendre finalement la fonction en fait de chacun des réactifs. Donc je suis partie ici d'un alcène, et j'ai utilisé OSO4. Donc j'ai formé le cycle à 5, et là intervient le périodate, IO4-, pour petit 1 former en fait le diol et régénérer OSO4. Donc on a besoin d'une quantité catalytique de tétroxyde d'osmium. D'autre part, va intervenir un deuxième équivalent du périodate, IO4-, pour cette fois-ci réaliser la coupure oxydante et former les deux produits à partir du diol. Donc là, on a une deuxième étape, et on comprend dans ce cas-là pourquoi IO4-, excusez-moi, IO4- doit être en excès. D'accord ? Il en faut au moins deux équivalents pour petit 1 former le diol, petit 2 réaliser la coupure. Donc le mécanisme n'est pas à connaître, vous devez simplement connaître les conditions. Donc ça, c'est impératif. Et savoir passer des réactifs au produit final. Donc là, vous remarquez, on a coupé, on ajoute des atomes d'oxygène et on va former des aldéhydes, des cétones. Il n'y a pas de suroxydation, donc elle est relativement douce, cette oxydation, pour ne pas suroxyder les aldéhydes en acide carboxylique. On termine le cours avec les réductions. Donc à votre programme, vous avez les réductions des composés carbonylés, aldéhydes et cétones. Alors les réducteurs à connaître, c'est NaBH4 et LiALH4. Donc le tétrahydruroborate de sodium et le tétrahydruroaluminate de lithium. Alors les mécanismes, je vais vous les présenter par la suite. NaBH4 va être utilisé dans l'éthanol comme solvant. Par contre, attention, LiLH4 lui va être utilisé dans un solvant qui est absolument anhydre. La présence en fait de protons acides engendrait la formation de dihydrogène et des risques d'explosion. NaBH4, lui, c'est un réducteur qui va plutôt être qualifié de doux, c'est-à-dire qu'il va être chimiosélectif des aldéhydes et des cétones, et ne réduira que les aldéhydes et cétones, en présence d'éthanol comme solvant, comme je vous l'ai dit. Et LiLH4, lui, n'est pas chimiosélectif, vous le rencontrerez l'année prochaine également. C'est un réducteur extrêmement puissant qui va réduire les aldéhydes et cétones, bien sûr, en alcool, mais également les dérivés d'acide en alcool. Et on l'utilisera dans un milieu qui est anhydre. Alors, quelques exemples avant de terminer sur le mécanisme. Donc là, vous avez, on reconnaît une fonction aldéhyde, donc composé carbonylé en bout de chaîne, et j'utilise LiLH4, donc à moins 10 degrés Celsius dans l'éthoxyéthane,
Et puis dans une deuxième étape, je fais une hydrolyse acide. Et là, vous voyez qu'on a réduit, donc la chaîne carbonée n'a pas été modifiée, hein, mais on a simplement réduit la fonction aldéhyde en alcool. Donc ça, c'est ce que vous devez savoir faire sans passer par un mécanisme. De la même manière, ici, j'ai l'aldéhyde, que je reconnais ici, mais j'ai également une fonction ester. Et là, je m'aperçois qu'en utilisant LiLH4, eh bien, on a réduit et l'ester en alcool et l'aldéhyde en alcool. Donc on remarque bien hein, que le nombre d'atomes de carbone, ici, donc je vais les pointer en vert, est constant. Donc là j'ai effectivement 8 atomes de carbone, je garde ces 8 atomes de carbone, simplement j'ai remplacé les fonctions aldéhyde et la fonction ester en alcool. Ce morceau-là, bien sûr, d'accord, le groupe O-éthyle va être réduit, il apparaît ici sous la forme d'éthanol. Donc ça sera un sous-produit de la réduction. Troisième exemple, donc je réitère avec un autre réactif, NaBH4. Donc je pars du même réactif polyfonctionnel. Et là, effectivement, NaBH4 étant chimiosélectif des aldéhydes, je ne vais réduire des aldéhydes et cétones, je ne vais réduire ici que l'aldéhyde en alcool et la fonction ester ne sera pas modifiée. Alors, on termine par les mécanismes. Je vais vous présenter d'abord le mécanisme LiLH4. Donc, LH4-, c'est ce qu'on appelle un donneur d'hydrure. C'est-à-dire, en fait, c'est un composé qui va, on va l'écrire comme ceci, voilà, qui va donner en fait des ions hydrure, tout simplement parce que l'hydrogène est plus électronégatif que l'aluminium. Donc, c'est comme s'il était équivalent à un donneur d'ion H-, si vous voulez. La liaison étant ALH, étant très polarisée, et les électrons étant plutôt localisés sur l'atome d'hydrogène plutôt que sur l'aluminium. Donc, dans la première étape, prenons le mécanisme, je suis partie d'un composé carbonylé quelconque, avec R et R' les substituants. LiLH4, on va faire apparaître les charges partielles, donc moins delta E plus delta E. La liaison ALH va en fait, addition nucléophile, s'additionner sur le site électrophile plus delta E, l'atome de carbone au pied de la fonction aldéhyde ou cétone. Donc là, vous allez créer une liaison CH. Et de la même manière, la liaison CO, vous voyez, va se rabattre sur l'aluminium pour former une liaison OAL. Alors, ici, vous avez encore présent 3 atomes d'hydrogène de charge delta-. Donc potentiellement, vous allez pouvoir réaliser 3 autres réductions avec 3 autres réactifs, aldéhyde et cétone, pour former à la fin cet ion qui va être hydrolysé en milieu acide pour former l'alcool et former le complexe LOH4. Donc voilà pour le mécanisme avec LiLH4. Avec NaBH4, vous avez un mécanisme en une étape et la présence, l'alcool, donc le solvant, qui va jouer un rôle dans le mécanisme. Donc de la même manière, vous avez le site électrophile, le carbone, qui porte la fonction aldéhyde et cétone, et puis vous avez une charge partielle moins delta E sur l'atome d'hydrogène. Donc la liaison BH, addition nucléophile se rabat sur le site électrophile, vous créez une liaison CH. De la même manière, simultanément, la liaison CO va se rabattre sur l'atome d'hydrogène plus delta E de l'alcool, qui est un solvant protique. Donc là, vous allez créer une liaison OH, qu'on retrouve ici. Et puis, vous allez... la liaison OH ici va se rabattre sur le bord. Moins delta E. Et vous allez créer une liaison OB ici. Donc là, vous voyez, en une étape, vous allez former l'alcool. Et là, de la même manière, comme précédemment, vous avez encore 3 atomes d'hydrogène delta- qui potentiellement pourront réagir encore avec 3 dérivés composés carbonylés pour former 3 alcools
a priori. Donc on a besoin finalement, vous voyez qu'en proportion, vous avez besoin d'un quart d'équivalent de LiH4 ou NaBH4 pour un équivalent d'aldéhyde et cétone. Alors, quelle est la sélectivité de cette réduction? Vous pouvez donc former ici, comme vous créez une liaison CH, vous pouvez former des carbones asymétriques potentiellement, mais comme le composé carbonylé est de géométrie AX3, trigonal plan, finalement, la réaction ne va pas être sérosélective. Vous allez greffer le l'ion hydrure, H-, de part et d'autre du plan de la double liaison CC. CO, pardon. Donc, si je reviens ici, je suis partie d'un aldéhyde, j'ai utilisé NaBH4 dans le méthanol comme solvant, j'ai formé un alcool primaire, donc là, j'ai 100% d'un seul produit, il n'y a pas de stéréoisomère possible. Et ici, vous voyez qu'on va former un carbone asymétrique avec 50% des deux énantiomères, puisque vous avez en fait soit addition par le haut, soit addition dessous par le bas. Donc la réaction a priori n'est pas sérosélective. Voyons le dernier exemple. Donc je suis partie du camphre, donc le camphre plus de configuration R, et j'ai additionné donc NaBH4, donc le réducteur, pour former l'alcool. Donc là on remarque qu'effectivement on a formé un autre carbone asymétrique, et ce carbone asymétrique, on voit qu'on a 86% de l'un pour 14% de l'autre. Donc là la réaction, elle apparaît comme stéréosélective. On a formé en fait un stéréoisomère majoritairement. Alors, quelle interprétation peut-on faire? Donc, il est clair que, a priori, la réaction n'est pas stéréosélective. Il n'empêche que là, elle apparaît stéréosélective. Et pour comprendre en fait cette stéréosélectivité, il faut comprendre que les deux plans ici ne sont plus exactement les mêmes parce que le pont ici va finalement encombrer la face de devant. Et donc finalement l'atome d'hydrogène, enfin l'ion H-, l'ion hydrure, va finalement préférer s'additionner par le bas pour finalement limiter la gêne stérique. Donc la réaction est stéréosélective et on peut l'expliquer via la gêne stérique qui sera minimisée par une attaque par le bas. Et de la même manière, si on raisonne sur le camphre moins, on peut exactement raisonner de la même manière, et là on voit bien qu'on va greffer l'atome d'hydrogène, l'ion H-, vers le bas également, pour les mêmes raisons, pour limiter la gêne stérique occasionnée par le pont situé ici vers le haut. Voilà pour ce cours.